Alors bonjour à tous, on va revenir un petit peu sur l'article du Monde que je t'ai présenté hier avec le bilan qui était plutôt, alors comme je cite, je vais te mettre évidemment quelques extraits, on va regarder ça et puis on va voir un petit peu la réponse qu'a pu avoir Gabriel Attal suite à cet état des lieux. Donc rappelle-toi, on va se traiter surtout la partie collège, donc quatrième, et c'est plus intéressant parce que la quatrième, les élèves ont déjà passé beaucoup d'années à l'école et n'oublie pas qu'il avait jugé la situation inquiétante parce que un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement. Et quand tu lis pas convenablement, il n'y a pas que la pratique oratoire de la langue, mais il y a aussi la compréhension de ce qu'on lit. Moi, j'ai déjà vu en tant qu'enseignant de sciences physiques, les élèves ont régulièrement des difficultés de compréhension, tout simplement de l'énoncé, de la question posée et de la réponse à apporter. Et par conséquent, quand tu vois qu'il y a près de la moitié, dans plus de la moitié des élèves sont en difficulté en français, mais aussi en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrise pas la résolution de problèmes et la géométrie, sans compter que quand ils disent ne maîtrise pas, c'est plutôt flou, mais on imagine ce que ça veut dire en lisant un petit peu entre les lignes. Donc en plus, ce qu'il constate, et ça c'est aussi aggravant, c'est une catastrophe, on aurait dû être hyper réactif suite à ces déclarations-là et se sentir presque choqué en se disant en 2024, enfin 2023 pour l'occurrence là, on s'aperçoit que maintenant de ce constat catastrophique. Et il dit aussi que les élèves stagnent, voire régressent, ce qui signifie que le collège ne parvient pas à réduire les écarts constatés à l'entrée en sixième. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on constate énormément. Donc il a peur que le collège tombe en panne, mais il est pour beaucoup déjà en panne. Quand tu penses qu'il y a 50% des élèves qui n'ont pas le niveau globalement, parce que français, mathématiques, ce sont les matières, les disciplines les plus importantes, et puis elles percutent toutes les autres disciplines. Il ne faut pas imaginer que ces matières-là ne percutent pas. Comme je te dis, moi, la compréhension d'un texte est fondamentale en sciences physiques, mais ça l'est aussi en SVT, en histoire géo, et ainsi de suite. Maintenant, quel est le bilan apporté sur ça? Donc, il a tout simplement, alors j'ai ma tablette, sur le choc des savoirs. Alors, ils aiment bien utiliser des mots savants pour dire pas grand-chose. Au final, c'est plutôt vide. On a l'habitude, en tant qu'enseignant, d'avoir tout un tas de jargon qui est créé de toutes pièces pour un petit peu, faut le dire, noyer le poisson. Donc, je vais le citer, il faut relancer l'ascenseur scolaire au collège. Bon, l'ascenseur scolaire au collège. L'ascenseur scolaire au collège, donc ça veut dire déjà, c'est intéressant, c'est que l'ascenseur fonctionnait avant. Il aurait été judicieux de comprendre pourquoi l'ascenseur est tombé en panne. Entre donc la sixième et la troisième, les écarts en termes de niveau, de difficulté entre les élèves ne se résorbent pas malgré l'engagement, le dévouement des enseignants. Bon, ça c'est du blabla. Les enseignants ils font ce qu'ils peuvent, mais tu imagines bien quand tu as 50% de ta classe qui n'a pas le niveau, comment tu veux qu'un enseignant puisse corriger le tir? C'est juste impossible. Déjà quand tu as un ou deux élèves qui ne comprennent pas ta leçon, c'est très compliqué de pouvoir concrètement l'accompagner tout du long. Alors imagine-toi quand tu as un constat à la quatrième de 50% des élèves qui ont des difficultés, c'est mission impossible, il n'y a pas de dévouement, l'enseignant il fait ce qu'il peut et les équipes pédagogiques sont évidemment dépassées et probablement du fait d'une organisation qui ne permet pas véritablement de faire progresser le niveau de chacun. Évidemment, tu ne peux pas, quand tu fais un cours à 30 ou à 25, même à 20 élèves, même à 15 élèves, tu fais un cours pour 15 élèves. Et évidemment, tu ne peux pas découper, fabriquer un cours à la carte pour chacun des élèves. Ça, c'est une évidence aussi, même si c'est ce sentiment qu'il y a de essayer de penser la leçon pour satisfaire individuellement chacun des élèves. Mais ce n'est pas un cours particulier, c'est un cours collectif. Il faut l'avoir en tête, même si on peut prétendre le contraire. Le choc des savoirs, donc il nous parle de la difficulté du terrain, et il nous parle du choc des savoirs. Il n'y a pas besoin de savoir, l'enseignant, lorsqu'il le fait dans des conditions adéquates, est capable de transmettre le savoir. Le vrai problème dont il ne met absolument pas le doigt dessus, c'est tout simplement que les élèves doivent se tenir et se comporter convenablement en classe.
Si tu n'as pas d'éléments perturbateurs, si tu n'as pas des élèves qui perturbent le cours se passe bien et par conséquent, il n'y a pas besoin de choc de savoir, vise à préciser, à répondre à cette situation. D'ailleurs, on va regarder ce qu'il propose. Le Premier ministre a réaffirmé jeudi des mesures annoncées 5 décembre, donc dernier, visant à élever le niveau de l'école. Alors le redoublement, alors ça c'est pareil, on va un petit peu en préciser ce que c'est. Le redoublement en laissant le dernier mot au professeur. Alors il faut savoir pourquoi le redoublement n'existe quasiment plus, voire plus du tout. Alors laisser le dernier mot au professeur parce qu'on sous-entend que c'est vrai que les parents s'immiscent en fond ce que les enseignants décident à la fin de l'année. Ça, c'est vrai qu'il y a une pression faite par les parents qui ne veulent absolument pas voir leur enfant en échec et donc redoubler. Mais il faut savoir que les enseignants ne sont pas spécialement pour le redoublement, pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, le redoublement apporte absolument rien à l'élève. Il se retrouve dans la même position que l'année précédente, avec le même niveau, tu t'aperçois que c'est ce qu'il se passe, et après qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Un élève qui a 8 en 5e, on lui fait redoubler sa 5e et qui a encore 8, quelle est la solution supplémentaire, puisque l'école est obligatoire, puisque l'école faite à la maison, en famille, est rendue quasiment impossible. Ils font tout pour que ça ne fonctionne pas, on peut le voir, pour les différentes paperasses qu'il faut réaliser. Tu es soumis à évaluation, à la bonne volonté du rectorat dans lequel tu dépends. Donc l'élève qui redouble et qui a encore 8, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? On ne va pas le faire tripler, ça n'a évidemment pas de sens. Donc le redoublement, y penser et avoir le dernier mot des enseignants, mais même les enseignants ne sont pas spécialement emballés par la perspective de faire redoubler systématiquement un élève qui n'a pas la moyenne, parce que ça risque au contraire de n'apporter rien, si ce n'est la perte d'une année. Et le redoublement, c'est un phénomène, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué, il faudrait justement penser le redoublement et se dire pourquoi nos élèves qui redoublent ne fournissent pas le travail nécessaire pour pouvoir compenser l'année qu'il a passée. Donc le redoublement, évidemment, ça, j'ai des gros doutes. La réforme des programmes, comme j'ai dit, si le cours se passe dans de bonnes conditions, le programme, il est très très bien adaptable et adapté pour nos élèves. Moi, je l'ai vu, j'ai vu des classes où je pouvais travailler convenablement, et à contrario, j'ai eu des classes à cause de la discipline, à cause que les élèves sont dissipés, pas tous évidemment, mais pour certains, tu ne peux pas faire cours convenablement, tu ne peux pas avoir le dos tourné, il faut toujours se méfier, faire attention, et c'est des conditions de travail qui sont compliquées. Donc réforme du programme en particulier, c'est pareil, l'adoption de la méthode, pourquoi pas une nouvelle méthode en mathématiques, mais là encore une fois, les mathématiques ne sont pas si compliquées à enseigner si tu le fais dans de bonnes conditions. Faut pas oublier que la condition de travail, on passe énormément de temps à l'école, et c'est ça qui est très chronophage pour les élèves. Et en plus, suivant les classes, c'est une contrainte supplémentaire pour les élèves parce que le cours n'est pas bien donné, effectué à cause de cette problématique de comportement que tu observes et qui est récurrent, de plus en plus récurrent, et qu'on n'arrive pas à solutionner. Pour le coup. D'ailleurs, il ne propose absolument rien. Qu'est-ce qu'on accompagne comme enseignant quand il a des élèves perturbateurs dont tu ne peux pas les exclure de fait, c'est comme ça, on va te dire que non, il faut apprendre à gérer sa classe, et on va même t'apprendre à te dire qu'il faut que tu te fasses respecter, d'autant que l'élève ou les élèves doivent respecter l'établissement, doivent respecter les enseignants, c'est la charte qu'ils ont signée. Quand tu vas dans un règlement intérieur, le carnet de correspondance en fait foi, il est signé, approuvé par l'élève, et il y a la bonne conduite qui est tenue au sein de l'établissement scolaire. Donc l'enseignant n'a pas à se faire respecter, il doit être respecté, il ne doit pas avoir d'une autorité spécifique, puisque les élèves doivent respecter le système, ce qui paraît une évidence. Le brevet dont le caractère obligatoire pour passer au lycée est réaffirmé. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le brevet, il est donné. La preuve, on apporte de plus en plus de poids au cursus, à l'année, qui va complètement mettre de côté les différentes épreuves qui terminent l'année de 3e. Donc forcément, le brevet est quasiment donné par de fait que durant l'année, tu as un contrôle continu qui a un poids de plus en plus substantiel. D'ailleurs, beaucoup d'élèves que j'ai eu, d'ailleurs mon établissement scolaire avait 100% de réussite au brevet, ça en témoigne, et c'est il y a quelques années maintenant. Donc le brevet est quasiment donné par le fait qu'il y a un contrôle continu dont le poids ne cesse de grandir. Les EPI, l'épreuve qui se passe à l'oral, lui aussi en témoigne.
On a des consignes de bienveillance, de mettre en valeur le travail de l'élève, de ne pas le piéger dans des questions qui seraient trop pointues, qui pourraient le déstabiliser. Donc au final, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il conclut aussi par la transparence sur les notes, avec la suppression des correctifs académiques pour les épreuves du brevet de cette année, dès cette année. Donc ça c'est marrant qu'ils mettent le doigt sur l'académie qui, oui, a tendance à, comme il dit, la suppression corrective, à nous demander de recorriger quelque part pour qu'il y ait une espèce d'harmonisation des notes, donc transparence sur ça. Mais au final, si tu veux un brevet obligatoire qui conditionne le passage au lycée, il faut le remettre comme il l'était auparavant. On a tous passé un brevet. C'était une vraie épreuve substantielle, pas facile. Et on est tous capables d'ailleurs de faire un petit peu un devoir d'archive. Tu reviens et tu regardes un brevet d'il y a 40 ans et tu regardes la complexité de ce brevet et tu regardes un brevet de ces dernières années. Et puis d'ailleurs, moi j'en avais fait un petit peu la gymnastique. J'avais montré à mes élèves 2 brevets. Ils ont bien compris la difficulté qui était non similaire, évidemment. C'est très simple à le constater. Le brevet ne devrait pas s'adapter au niveau des élèves. Le brevet devrait rester comme il est. Et tant pis si le taux de réussite n'est pas bon pour une année ou une année sur l'autre. Mais c'est vrai qu'on court aussi au taux de réussite qui fait que, à un certain moment, il n'y a pas de solution. Si le niveau baisse et que tu veux conserver un certain taux de réussite, il n'y a pas 36 solutions. Donc moi je vois rien de tangible surtout de mettre l'accent sur le bon fonctionnement, le bon déroulé du cours. Voilà, nos profs sont suffisamment formés pour proposer et suffisamment à l'aise pour pouvoir contourner les difficultés de l'élève, réexpliquer un cours, pas besoin d'avoir des nouvelles méthodologies. D'ailleurs, l'éducation nationale ne cesse d'essayer de trouver des nouvelles méthodologies. Nous sommes formés à ça. Nous avons des formations pendant nos années de travail. Et au final, on s'aperçoit qu'on essaye, on est un petit peu des apprentis sorciers. On dit, tiens, on va faire une méthode spiralée qui consiste à revoir systématiquement chaque année les mêmes choses en apportant des nouveautés pour que justement il y ait un espèce de rafraîchissement de la mémoire, mais on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, évidemment, et puis les années passent, et puis on diminue dans les classements, d'autant que si tu en discutes avec des inspecteurs d'éducation nationale, ils ont tendance à fermer les yeux en te disant que c'est ton point de vue, ton idée, c'est ton avis, le fait que le niveau est de plus en plus faible, alors je ne parle pas de mon avis, on ne fait que lire les différentes évaluations comme les évaluations PISA. Bref, on se retrouve, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo précédente en détail sur cet article. Allez, je te dis à bientôt.